Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 3 d'une série de vidéos de thread horreur. Donc si jamais t'as pas vu la partie 1 et la partie 2, je te fais un mini résumé. Mais je t'avoue que c'est quand même mieux d'aller voir la partie 1 qui est celle-ci et la partie 2 qui est celle-ci. T'as les liens dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et oui, dernière remarque, cette partie de vidéo sera faite en audio. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vidéo ou quoi pour illustrer. Il y aura juste ma voix. Tranquille, tu peux aller t'allonger, je sais pas, fermer les yeux, bref, il n'y aura rien à regarder vraiment. Alors dans la partie 1, déjà on est dans les années 90 à peu près. Et on suit 3 enfants adolescents qui sont en train de jouer soit dans leur salon, soit dans les bois. Quand ils étaient dans le salon, eh bien ils ont joué avec pas mal de cassettes VHS. Et à un moment, leur grand-mère leur dit de ranger tout ça. Sauf qu'au moment de ranger, eh bien ils se rendent compte qu'il y a une cassette qui est toute rouge. Ce qui est clairement pas normal puisque 99% des cassettes VHS sont noires à la base. Donc ils la mettent dans la télé et ils vont se rendre compte d'événements très bizarres. Sur la cassette VHS, eh bien on peut voir quelqu'un qui zigouille un autre mec. Ensuite, la scène change et la personne qui filme se trouve dans les bois. Dans les mêmes bois où eux, ils se trouvent. Et dans la télé, ils peuvent se voir jouer dans les bois. Ensuite, on peut voir le caméraman pénétrer dans la maison et les enfants partir à l'étage. Ils sont vraiment effrayés et se cachent dans le grenier et à un moment, leur grand-mère vient les libérer. Bref, la personne qu'on suit a grandi et a à peu près la vingtaine maintenant. C'est donc maintenant un homme et il est dans son appartement et devant sa porte d'entrée, eh bien il va trouver une cassette VHS. Voilà, c'est là que s'arrête la partie 1. Pour ce qui est de la partie 2, eh bien il prend cette cassette VHS et il la met dans son lecteur. Dedans, il entend comme des petits cliquetis. Et je vous cache rien, c'est une clé USB dedans. Il y a des choses qui sont écrites de manière bizarre et bien évidemment c'est du cyrillique, il l'a su grâce à l'aide de Google Traduction. Il fait alors appel à la police et ça n'avance pas trop. À un moment, il retourne chez lui et quelqu'un frappe à sa porte. Il va regarder à l'œilleton et bien évidemment, c'est la personne malveillante. Voilà, c'est là qu'on s'était arrêté. On va donc maintenant passer à la partie 3 de cette histoire. En voyant ça, j'ai reculé. Je me suis précipité sur mon fusil qui reposait sur les motifs originaux de mon lit. Alors que le martèlement incessant devenait de plus en plus lourd et que les charnières vibraient et s'affaiblissaient, j'ai pointé le canon droit vers le centre, attendant que l'homme masqué apparaisse. Puis, j'ai réalisé que si je voulais m'en sortir, je devais garder les preuves. Je ne pouvais pas le laisser disparaître à nouveau. Seules les images feraient en sorte que les soldats de l'État me prennent au sérieux. J'ai empoché la clé USB juste au moment où le bruit du bois se brisant et craquelant remplissant la pièce. Ce n'est qu'à un instant que j'ai vu une tête de marteau sortir d'un trou fraîchement percé dans la porte. Puis, j'ai vu l'homme au masque de bois regarder à travers et faire un signe de la main, d'une gaieté narquoise et menaçante. J'ai essayé de crier pour tenir bon, mais ma voix n'a pas pu sortir. Il passa son bras par le trou où se trouvait la poignée et défit le verrou et la chaîne. Je restais immobile, pistolet tenu haut, mais trop sous le choc pour tirer. Il ouvrit la porte et entra. Sa silhouette massive était accentuée par un épais manteau marron et de lourdes bottes à embout d'acier. Dans sa main, il traînait le long manche en bois d'un vieux traîneau rouillé. J'ai alors crié « Je vais tirer !»« Mais tuez-moi !» dit-il avec sa voix complètement calme. Sa voix était stable, contrairement à la mienne. Et même si j'avais la meilleure arme, même si la situation semblait en ma faveur, je me sentais totalement impuissant. C'était le démon qui hantait mon enfance. Il était maintenant de retour. « Mais tuez-moi !» cria-t-il alors qu'il balançait le grand marteau directement dans la boîte de télévision qui brisa du verre tout autour. Des étincelles électriques dansèrent momentanément. Puis vint le craquement assourdissant de mon fusil. Du coton et des plumes flottaient dans l'air. J'ai saisi ma chance pour courir devant lui, presque renversé alors qu'il m'arrêtait par l'épaule. Rapidement en bas des escaliers rouillés, je suis arrivé à mon Ranger. Mais mon dernier espoir s'est évanoui lorsque j'ai vu les pneus. Ils ont été entièrement lacérés. Aucune chance de conduire. C'était quelque chose d'astucieux, a-t-il dit descendant lentement les marches de fer grinçantes. Je t'ai sous-estimé. Je n'ai pas répondu, sauf pour chambrer un autre coup, et je l'ai envoyé directement sur son flanc gauche. Il n'a trébuché qu'un instant, mais j'ai tenté ma chance et j'ai couru dans les bois, presque trébuchant sur les racines persistantes et les pierres mousses retournées, mais ne ralentissant jamais par peur de l'homme au masque de bois. J'ai couru et j'ai couru, jusqu'à ce que finalement, l'adrénaline n'empêche plus mes jambes de tenir. Elles ont flanché et je suis tombé, haletant avec les poumons en feu et les jambes assorties. Sur le sol humide et moussu de la forêt, avec des rayons de soleil couchant fuyant à travers les pins. J'ai repris mon souffle. Pendant tout ce temps, j'ai prié pour qu'un marteau ne m'atteigne pas le crâne. Je n'avais plus la volonté de l'arrêter, mais rien ne s'est jamais produit. Pour le moment, j'étais en sécurité. Le soleil s'est retiré du ciel et bientôt l'obscurité m'a entouré.
Alors que j'ai enfin retrouvé l'énergie de me tenir debout, j'ai atteint ma poche pour attraper mon téléphone. « Et bon sang !» j'ai crié. Alors que le cri résonnait dans les bois, j'ai réalisé mon erreur. « S'il te plaît, ne le laisse pas s'approcher, pensais-je. Il ne devait pas l'être parce que j'ai survécu à la nuit. J'ai pataugé dans les bois, essayant de trouver mon chemin, mais ne voulant pas m'enfoncer plus profondément dans la vaste nature sauvage de l'Alaska. Finalement, alors que les derniers aperçus de la lumière du jour disparaissaient de la forêt, je me suis installé sous une épinette de Sitka solitaire. Je me suis reposé, reconnaissant que la nuit soit au moins chaude. Et malgré tous mes efforts, malgré mon désespoir et mon honneur, je me suis lentement endormi. Les chants des oiseaux m'ont réveillé. Je me frottais les yeux alors que le soleil du matin réchauffait mon visage. Ce même soleil oriental que j'ai utilisé pour retrouver mes traces, pour me frayer un chemin vers une route que, heureusement, j'ai reconnue. Je l'ai suivie, mais pas à découvert. Je l'ai gardée juste en vue pendant que je marchais à travers les arbres, craignant que l'homme ne prenne l'autoroute à ma recherche. J'ai alors erré, mais je ne l'ai jamais vu. Alors que mon inquiétude pour ma propre sécurité commençait à diminuer, mon inquiétude pour celle de mes grands-parents augmentait. Mon intestin me faisait mal à l'idée de ce que je pourrais rencontrer à mon arrivée. Comme j'ai voyagé lentement, combien de temps l'homme a dû les rejoindre avant moi ? Mon regret de ne pas les avoir informés plus tôt s'est approfondi. Ils n'avaient absolument aucune idée de qui était là-bas. J'ai prié pour que Thomas ou Isabelle appellent à ma place alors que je n'avais pas répondu à leur message pendant tant d'heures. Puis finalement, j'ai vu les maisons dispersées familières du petit quartier de mes grands-parents. Vers midi, je me suis faufilé, tenant mon arme prête et regardant constamment derrière mon dos. À travers la cour où je jouais et jusqu'à la porte arrière de la maison, j'ai été accueilli avec un fusil de chasse pointé sur mon visage. Il s'est abaissé aussitôt qu'il s'était levé. C'était Thomas. « Mais où t'étais ? On pensait que t'étais mort, on pensait !» Il a été interrompu par sa sœur qui l'a poussé de côté pour m'embrasser. « Dieu merci, tu vas bien !» dit Isabelle. Ils m'ont dit qu'ils avaient immédiatement réservé des vols au départ de Seattle lorsque je n'ai pas répondu. Comment ils ont appelé ma grand-mère quand ils ont atterri et l'ont informé de tout ce qu'ils savaient. Ils m'ont conduit dans la cuisine, puis dans la salle à manger. J'y ai retrouvé mes deux grands-parents. Leurs visages s'illuminèrent lorsque j'entrai. Ma grand-mère m'a serré dans ses bras et a trébuché sur ses paroles bien intentionnées. Mon grand-père, qui était attaché à sa chaise, a simplement dit « Dieu merci, Dieu merci ». Il avait vraiment l'air vieux, au-delà de son âge. Bien que ma grand-mère ait conservé certaines des mèches ambre foncées de sa jeunesse parmi les grises, la tête de mon grand-père était d'un blanc pur et comme neige. Ma grand-mère m'a apporté de la nourriture et une boisson pour calmer ma faim. Quand elle l'a fait, je leur ai expliqué ce qui s'était passé, chaque détail. Et quand je suis arrivé au sujet de la clé USB, le visage de mon grand-père s'est assombri. Il a dit mon nom, n'est-ce pas ? J'ai hoché la tête, j'ai demandé ce que l'homme voulait, mais mon grand-père n'a regardé que ses mains rugueuses et usées. Finalement, dit-il à sa femme. « Chérie, nous devons leur dire. »« Non, ne le faisons pas !» a défié ma grand-mère en posant devant moi une assiette de bacon à l'érable. « Ce que nous devons faire, c'est les amener sur un vol pour Seattle. Ils n'auraient pas dû venir pour commencer. Nous enverrons l'autre avec. Ce n'est sûr pour aucun d'entre eux. » Comme si nous allions juste rester derrière pendant que tout cela se passait, intervint Tom. « Ce ne sont pas tes affaires, » a exigé grand-mère. Elle se lava les mains dans le lavabo et les essuya sur son tablier. « Mais par l'enfer, bien sûr que si !» ai-je rétorqué. « Nous devons savoir ce qui se passe. » Elle n'a pas répondu en allant s'asseoir à la table à côté de mon grand-père. Il posa sa grosse patte d'ours sur sa main, un geste réconfortant alors qu'il reposait sur la table. « Bien, » dit-elle en la retirant, « même si tu m'avais promis de ne jamais en parler. » Les circonstances, ma chérie. Grand-père a pris une autre gorgée de sa boisson. Regardez chacun de nous dans les yeux, à tour de rôle. Puis il a dit prudemment, « Je ne suis pas celui que vous pensez que je suis. » Nous avons alors écouté attentivement. De mon côté, je remplissais mon estomac vide. Thomas et Isabelle, de leur côté, se tenaient près du mur. Mon grand-père nous a dit tant de choses incriminantes sur qui il était, ce qu'il a fait comme travail, à propos d'une opération de contrebande illégale pendant la guerre froide. Comment il a travaillé avec les soviétiques juste de l'autre côté de la mer Bering, pour leur fournir de la contrebande qui ne pouvait être trouvée qu'aux États-Unis. C'était très lucratif, a-t-il poursuivi. Et je n'ai ressenti aucune culpabilité. Ce n'était pas quelque chose d'illégal ici. C'était des films et de la nourriture. Des choses que le gouvernement russe n'autorisait pas à l'époque. Je leur ai vendu. Ils se sont retournés et l'ont vendu aux citoyens. Tout était ok. La vie était belle. Et pour la première fois, je pouvais subvenir aux besoins de mes enfants. Vous devez comprendre que j'étais un jeune homme. Un sot peut-être. Mais je sentais que je faisais du bien d'une certaine manière. Je l'ai justifié non seulement par la prospérité de ma famille, l'achat de cette maison, mais avec la façon dont les citoyens d'une autre nation, celle qui ne leur accordait pratiquement aucune liberté,
pourrait également en bénéficier. Puis le mur est tombé. Puis l'URSS est tombé. Le commerce devait changer. La même vieille contrebande ne suffisait pas. J'ai vu ses yeux plonger dans son café. Je vis sa lèvre commencer à trembler. J'ai alors commencé à vendre de la drogue. Je n'en étais pas fier, mais je l'ai fait. Je voulais continuer à subvenir aux besoins de ma famille. Pour ton père, dit-il à Thomas et Isabelle. Et t'as... Mais il ne put terminer sa phrase. Ma mère, ai-je étouffé? Nous nous sommes assis tous les deux solennellement. Nous avons tous les deux compris les implications, les conséquences imprévues de ces actes. Il était trop tard pour faire demi-tour quand je l'ai découvert. Quand j'ai découvert la dépendance de ta mère. Une dépendance que j'ai provoquée. Ma grand-mère se tenait derrière lui et posa ses bras sur ses épaules. Elle les faisait aller et venir pour le calmer. C'était notre plus grande erreur, a-t-elle déclaré. En embrassant ses cheveux blancs, elle a ajouté « Je m'en veux aussi. Je l'ai élevé », a poursuivi mon grand-père, alors que les larmes commençaient à monter. Et je n'ai pas vu les signes. Je n'aurais jamais dû amener ces petits bonbons maudits ici. Des gouttelettes ont commencé à tomber sur la table. J'ai tué ma fille unique. C'est ce qu'il dit, avant de convulser dans une crise de sanglots. Il s'est alors effondré. Isabelle posa doucement sa main sur mon épaule, mais je ne réagis pas. Alors que je regardais mon grand-père revivre son plus grand regret. Alors que je regardais l'homme autrefois puissant et joyeuse qui m'avait élevé. Maintenant, une personne en deuil âgée et estropiée. Mon esprit ne pouvait rien comprendre. Il ne pouvait pas comprendre les révélations qui m'étaient présentées. La mort de ma mère était-elle vraiment la faute de mes grands-parents? Ceux que j'ai aimés toute ma vie? Je me suis soudainement senti malade d'avoir ressenti ses actions et son départ. Une fois qu'il s'est stabilisé et qu'il est revenu à son attitude stoïque typique, bien qu'il soit décoré d'yeux rouges gonflés, nous avons continué. Pendant un certain temps, nous en avons discuté. J'ai gratté la céramique vide de l'assiette en m'occupant les mains. J'ai posé des questions et ils ont répondu. Mais à la fin de la conversation, je n'avais toujours pas de conclusion. Comment tout ceci est-il lié à l'homme au masque de bois, j'ai demandé. Okotnik, a dit mon grand-père. Ça veut dire le chasseur. Le nom était suspendu dans l'air après qu'il l'ait prononcé. C'est le dernier, a-t-il poursuivi. Ma grand-mère s'est excusée et elle est allée dans une autre pièce. Après avoir découvert la maladie de ta mère, j'ai essayé de la soigner. Nous l'avons envoyée en rééducation. On t'a donc accueilli et j'ai essayé de sortir de toutes ces magouilles. Eh bien, les garçons de l'autre côté de la mer n'aimaient pas tellement ça. Et environ 6 mois après que j'ai essayé d'arrêter, ils m'ont envoyé le chasseur. Pas pour me tuer, mais pour envoyer un message. C'est pourquoi il est venu à la maison, a déclaré Thomas. Et c'est pourquoi il est venu à la maison, a déclaré Thomas. Non, ce n'est pas pour ça. Ma grand-mère rentra dans la pièce. Elle avait entre les mains un vieux journal roulé. Je devais y mettre fin. Il fallait que ça soit fait. Étalé sur le dessus de la table en acajou teinté, j'ai lu les mots. 13 ressortissants russes morts après l'explosion d'un entrepôt. Merde, marmonna Thomas. Ce fut le seul mot prononcé pendant un moment alors que nous absorbions cette nouvelle information. Puis, Isabelle rompit le silence. Je suppose que le Hunter n'a pas aimé que tout son équipage parte en flammes. Grand-père secoua la tête. C'est à ce moment-là qu'il a essayé de s'en prendre à vous trois. J'ai pris sa famille, il prendrait la mienne. Mais il ne t'a pas touché. Peut-être que s'il n'était pas une reine du drame, et juste... Je n'aime pas penser ce qui aurait pu arriver. Le risque que je fais courir à mes proches. Alors c'est pour ça qu'il a tout enregistré. Juste pour être dramatique, a demandé Thomas. Je pense qu'il avait l'intention de tout filmer, jusqu'à la fin, et me montrer le résultat. La sombre révélation assourdit une fois de plus la pièce. Mais alors pourquoi abandonner, j'ai demandé. Pourquoi ne revenir qu'après 19 ans? Grand-père a bu une gorgée de sa tasse de café. Parce que je l'ai mis à l'écart. 15 ans d'incarcération. J'aurais dû le tuer. Mais je n'y suis pas parvenu. Mais c'est 15 ans, a déclaré Isabelle. Pourquoi encore attendre 4 années? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Mon grand-père a frappé 3 fois sur le bras de son fauteuil roulant. Nous avons compris. C'était maintenant l'époque où mon grand-père était faible. Il était vulnérable. 3 autres coups distincts résonnèrent à la porte d'entrée. Thomas et moi avons attrapé nos armes et avons suivi grand-père alors qu'il se retournait pour répondre. Officier? Qu'est-ce qui vous amène? Ma grand-mère a apporté à l'Alaskan State Trooper grisonnant une tasse de café chaud assortie à celle de mon grand-père. Il s'appelait A.P. Cartwright. Il devait être le 3e policier dont les 2 autres m'avaient parlé. J'ai conservé un sentiment de scepticisme compte tenu du niveau de professionnalisme de ses collègues. Mais il s'est lentement dissipé au fur et à mesure qu'il parlait. Il a parlé avec une cadence honnête et sérieuse qui m'a rassuré que nous avions peut-être au moins un allié. Et c'est là que je suis arrivé au motel. J'ai vu le pick-up sur le parking. Ses pneus étaient crevés et je suis entré dans la pièce avec la porte cassée. « Avez-vous récupéré mon ordinateur portable ou mon téléphone ?» j'ai demandé. Il secouait la tête. Tout ce qui restait était ici.
Il sortit quelque chose de son sac et le posa sur la table. Les 2 morceaux de plastique de la cassette VHS que j'avais démontés. Je suis retourné au commissariat pour voir si mes collègues savaient quelque chose. Tu as dit que tu étais venu plus tôt. Ils m'ont dit que tu avais noté ton nom et ton numéro. Alors j'ai appelé. Un gars a répondu en russe, raccroché quand je me suis identifié. Impossible de vous contacter, mais j'ai reconnu le nom de famille. Alors j'ai poursuivi cette piste et c'est ici que je suis. Grand-père a rapproché la cassette de lui pour mieux la voir. Et il rit tout seul. C'est quoi la blague ? Demanda l'officier. Mon grand-père hésitait. Grand-mère posa sa main sur sa tête, ébouriffant ses cheveux gris. Je suppose qu'il est temps, dit-il. Je vais m'incriminer, mais au moins nous serons tous sur la même longueur d'onde. Peut-être que je peux enfin mettre ma famille en sécurité. Cette écriture dit la bureaucratie. Oui, je l'ai déjà traduit, ai-je ajouté. Mais à quoi sert de décrire simplement la VHS ? Non, non, non. La Red Tape ne fait pas référence à cette VHS. The Red Tape était le nom du groupe de passeurs. Il fait référence à la bureaucratie qui a empêché les citoyens soviétiques de se divertir simplement et d'autres libertés. C'était censé leur rappeler pourquoi ils avaient créé le groupe. Maintenant, le chasseur l'utilise pour me le rappeler, pour être sûr que je ne l'oublie pas. Quel groupe ? Quel chasseur ? Demanda Cartwright. Il a tout dit à l'homme. Il lui a parlé du chasseur, il lui a parlé de l'incident et de tout ce qui s'est passé depuis. L'officier de police a tout noté dans son bloc-notes. Il posait des questions quand il le pouvait pour clarifier. Plus le grattage du crayon sur le parchemin continuait, plus j'étais sûr que cet officier pouvait nous servir. J'ai emménagé ici il y a plus de 20 ans, a déclaré le policier. C'est un endroit calme, pas grand chose à faire, sauf quelques années plus tard, lorsqu'un meurtre a eu lieu à la périphérie de la ville. Quelques jours passèrent, mais aucune piste. Le camionneur n'était pas local. Je n'avais aucune connexion en ville et aucun ennemi raisonnable. Isabelle m'a saisi la main. C'était un geste que l'officier remarqua de sa périphérie. Il a compris. Ça m'a bouleversé. Jusqu'à quelques jours plus tard, j'ai répondu à un appel concernant une cassette VHS rouge. Un camionneur mort et un homme portant un masque en bois. C'était vous 3, n'est-ce pas ? Nous acquiesçâmes solennellement. Le policier reporta son attention sur son café. Le camionneur avait une femme. Je me souviens de la façon dont elle a pleuré quand je l'ai appelée. Le son d'un cœur qui se brise en 1 million de morceaux. Longtemps après, elle a appelé le commissariat. Tous les jours. Et j'ai répondu tous les jours. Avez-vous trouvé le tueur ? L'avez-vous trouvé ? S'il vous plaît, l'avez-vous trouvé ? L'officier a alors cessé de parler. Il fixa le noir du café. J'ai été témoin du très léger tremblement de sa lèvre avant qu'il ne continue. Elle n'a pas tenu longtemps. Quelques mois plus tard, elle n'avait pas passé ses appels habituels au poste. J'ai essayé de la joindre, mais c'était des pilules. C'est ce qu'elle a choisi pour partir. Aucun son ne remplit la pièce. Un silence seulement rompu par le moindre grincement d'une vieille maison mouvante. « Le chasseur est une enflure », a déclaré mon grand-père au bout d'un moment. « Peu importe qui il blesse, il continuera à avancer, à moins que nous ne l'arrêtions. » Après une gorgée de café noir, le policier dit « Si ce que vous dites est vrai, alors je suis avec vous. On va attraper ce gars et lui faire sa fête. » Allégresse, c'est la seule façon de décrire ce que je ressentais. Enfin, nous avions quelqu'un qui pouvait vraiment nous aider. Quelqu'un qui n'avait pas dépassé son apogée, attaché à un fauteuil roulant. Quelqu'un qui n'était pas complètement sorti de sa timonerie comme nous 3. « Mais comment le trouver ?» demanda Isabelle. « Le message !» C'est ce que j'ai crié. Je me suis souvenu de quelque chose que mon grand-père avait omis de dire au policier. À l'intérieur de la VHS, cette fois, il y avait une clé USB. Je l'avais emportée dans ma poche, reconnaissant d'avoir au moins réussi à sécuriser une chose importante. « Et qu'est-ce que ça dit ?» demanda Cartwright. C'était la bande originale. Seulement, cette fois, il a ajouté de nouvelles images à la fin de sa conversation avec mon grand-père. Au début, c'était en russe. Je me suis tourné vers mon grand-père. « Est-ce que tu peux comprendre le russe ?»« Je travaille avec eux depuis l'ère Reagan, mon enfant. Bien sûr que je peux le faire. » Il s'est tourné vers ma grand-mère et a dit « Chérie, pourrais-tu prendre l'ordinateur portable pour que nous puissions jeter un coup d'œil ?»« Non !» intervint Thomas, attirant l'attention de tout le monde. « Je veux dire, pas ici. Tu as dit que tu l'avais mis dans ton ordinateur portable au motel, n'est-ce pas ?» Puis, par coïncidence, le chasseur est apparu. Comment sommes-nous si sûrs que ce n'est pas quelque chose qui t'a suivi là-bas ? J'ai alors réfléchi un instant, et je n'y avais pas pensé, aussi stupide que cela puisse paraître. Il aurait pu juste voir mon pick-up devant. Peut-être, mais peut-être qu'il l'a utilisé pour te traquer. Tout ce que je dis, c'est qu'il serait peut-être préférable de le regarder dans un endroit plus sûr et plus sécurisé. Au commissariat, dit alors le policier. Une pensée intelligente, mon garçon. Nous sommes alors montés dans 2 voitures distinctes. Thomas a conduit grand-mère et grand-père dans leur fourgonnette accessible au fauteuil roulant. Isabelle et moi avons roulé avec Cartwright dans son SUV Alaskan State Trooper. Vous avez dit que l'homme qui a répondu au téléphone parlait en russe, n'est-ce pas ? Demanda Isabelle depuis la banquette arrière. L'officier de police hocha la tête. Cela signifie qu'il a pris ton téléphone portable. Ouais,
Je suis sûr qu'ils voulaient que mon grand-père m'appelle. De cette façon, ils auraient pu se parler entre eux. Alors que je regardais par la fenêtre vers les arbres, et alors que des nuages sombres et lourds s'avançaient, si semblables à cet après-midi d'il y a si longtemps. Isabelle a posé une question qui nous a rapprochés de la recherche de notre homme. Est-ce que t'as laissé la position GPS de ton téléphone allumée? Et bah voilà, pour cette partie 3, elle est maintenant finie. Mais tu le sais, cette série de vidéos sur YouTube n'est pas très appréciée par YouTube justement. Donc si tu peux me mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire juste pour le référencement ou quoi, bah ça me fera très plaisir. Et surtout, ça m'aidera à sortir la partie 4 plus vite. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.